Mais Takupa file un coup de fil, il se m'a parlé en italien. Et en fait, c'était la mafia. Et il m'a regardé, il faisait « C'est des mafieux, c'est des mafieux. » Et ça m'a pas plu du tout. D'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, j'ai envoyé des messages à toutes les boîtes de prod. Si jamais il y a un d'entre vous qui chope un projet comme ça sur un film de basket et qui m'appelle pas moi, je vous retrouverai. Vous voulez savoir quoi? Vous voulez savoir quelle pointure je fais? Est-ce que mon chat est encore entier? Je vais éviter de me mettre Thibaut InShape à dos. Il va me faire des pompes et tout, ça va être la galère. Va pas te faire d'ennemis déjà avec ton rose sur la menace et ses promesses de millions. Franchement, j'ai eu un commentaire d'un mec où tu te dis ouais, il aime bien la menace. J'en ai eu un. Ça va, ça va. Ils peuvent venir, moi j'assume. Hein. Ce serait rigolo d'ailleurs. Je ferai un classement des meilleurs commentaires et de mes meilleures réponses parce qu'en général aussi, je tire à vue. Je suis plutôt à la cool. Moi, je me vois comme quelqu'un de plutôt bienveillant. Par contre, s'il y a quelqu'un qui me cherche, je suis d'accord. Les rares fois où j'ai des gens dans les commentaires qui me cherchent la merde, et je parle pas d'avoir des commentaires négatifs. Hein. Ça arrive que des fois, il y a des gens qui me disent j'ai pas aimé la vidéo, ça t'as pas fait comme si, j'aime pas ça, machin. Eux, j'ai pas de problème et limite on en discute parce que tous les avis se valent. Et des fois, dans ces avis-là un peu négatifs, il y a des choses qui sont vraies et que je vais pouvoir améliorer les fois d'après. Moi, je parle vraiment des mecs qui viennent, les rageux là, ils sont pas contents là. Ouais, tu te prends pour qui? Nanana. Eux, je prends le chat, je leur balance au visage et ils se rattrapent comme il peut, comme ça. Là. Moi, je suis un peu papy qui fait du streaming, quoi. Je maîtrise pas tout. Déjà, aujourd'hui, ça a marché parfaitement, la technique. Et j'espère que vous vous en rappellerez. Parce que comme ça, si la prochaine fois j'oublie un truc et que ça marche pas, bah, je dirais, ouais, mais je l'ai fait correctement une fois. Il y a une fois où ça a bien marché. T'es en train de nous demander de faire des analyses de Michou. Je sais pas, ouais. En même temps, c'est marrant parce que je suis en train de me rendre compte, parce que je vois très bien qui c'est, que j'ai jamais regardé une vidéo de Michou. Je sais pas du tout ce qu'il fait, quoi. Pas du tout. Est-ce que tu crois que tu pourrais faire des lives où tu analyses des créations des abonnés? Ouais, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire, puisqu'on parle de ça, que je sais pas quand est-ce que je ferai le prochain, parce que dans l'idée, ça serait bien que j'arrive à essayer d'en faire un par semaine, mais j'ai un emploi du temps assez costaud et je suis pas sûr de moi, donc je vais pas m'engager à le faire. Mais par contre, je me dis que ça pourrait être marrant que je prenne à chaque fois une vidéo que moi j'ai décidé, je vais la roaster celle-là et machin et truc, et que après que je roaste 2-3 vidéos d'abonnés et tout ça, quoi. Ça pourrait le faire, ouais. Comme ça fera un programme. On aura un programme. On ferait comme si c'était une émission avec un programme. Et au début, je fais le programme. Alors aujourd'hui, on va roaster Thibaut. Et ensuite, on s'attaquera. Ouais, ça pourrait être marrant. Faut que je réfléchisse comment mettre ça en place, mais dans le principe, ouais, ça peut être cool. Ouais, carrément, on peut faire ça. Donne à manger à Kevin, il arrêtera de manger les câbles. Mais Kevin, il mange pas les câbles. Il joue même pas avec les câbles, il fait rien. C'est juste que des fois, quand il a envie de passer, il les pousse un peu parce qu'il aime bien passer sous le bureau, mais franchement, il est cool, Kevin, hein. Pas besoin de... Il dégrade rien du tout, sauf le canapé qui est à l'étage, mais c'est à lui le canapé, il fait ce qu'il veut. Le canapé, il est défoncé, c'est à lui, il fait ce qu'il veut. La dernière grosse claque en montage que j'ai pris, pas forcément sur YouTube. Alors, la dernière grosse claque en montage que j'ai pris, c'était sur YouTube. C'était... c'est Moreau qui m'avait montré ça, c'était... comment il s'appelle ? C'était la séance de Marty. La séance de Marty sur Batman. Comment elle s'appelait cette vidéo? J'ai oublié le titre. L'identité de Batman. La séance de Marty, si ça vous intéresse, allez voir. Ça s'appelle La séance de Marty. Il a une vidéo qui s'appelle L'identité de Batman. C'est une claque intergalactique, quoi. Le montage, il est ouf, et c'est pas que montage, quoi. C'est qu'en plus, il mélange, il imbrique des images de films les unes dans les autres, il rajoute ses trucs dedans, c'est graphique à mort, et c'est de très, très bon goût graphiquement. Et en plus de ça, il y a une écriture qui est très très cool. Et puis c'est un mec qui canalise du cinéma et qui a un bon niveau. Hein. C'est cool ce qu'il dit. Et en plus, il y a un ton sympa. C'est pas un mec. Oui, alors là, en 1956 et tout. Non, c'est marrant, c'est punchy. Le mec il se marre. Les blagues, elles sont franchement de la super cam, quoi. Si vous avez le temps, allez voir ça, parce que peut-être que je ferai ça pas aujourd'hui parce que je vais avoir des trucs à faire après, mais peut-être que je vais faire ça. On va se la roaster celle-là peut-être la prochaine fois. Comme ça, vous allez voir la tronche que je fais quand je vois quelqu'un qui bosse mieux que moi. Parce que là, pour le coup, c'est le son, il est clean, l'image, elle est clean, le propos, il est clean. Par contre, il met du temps à les faire, je pense, beaucoup de temps, et il sort pas beaucoup de vidéos. Ça, j'ai été faire un tour parce que je connaissais pas sa chaîne. Tu vois bien qu'il se passe des mois, des fois, entre une vidéo et une autre, mais que, pareil, en plus, la qualité, elle est crescendo, quoi. C'est de mieux en mieux en mieux. Incroyable. Allez voir ça, la séance de Marty. C'est plus du graphe que du montage? Oui, c'est cette vidéo-là, mais
ça reste du montage quand même, quoi. Il y a ce truc de narration un peu visuelle et tout ça. C'est pas du c'est pas comme les titres qu'on a là, quoi. C'est pas du graphisme pour du graphisme. C'est du graphisme qui raconte un truc, quoi. Et moi j'aime bien. En tout cas, voilà. J'ai beaucoup aimé. Arcane. Arcane, ouais, mais Arcane, c'est de l'animation, du coup. Je vais avoir forcément moins de trucs à dire. Et en plus, le problème d'Arcane, d'un truc comme Arcane, c'est que c'est fait par une prod et que c'est une grosse prod et tout. Donc, je vais entendre et voir très peu de vrais défauts, puisque voilà, ils sont beaucoup à travailler dessus. Et je pense que c'est moins intéressant. Moi, j'aime bien regarder des trucs qui sont faits par des gens qui se lancent et qui font un truc. Et parce que Arcane, après, pour le coup, ça pourrait être intéressant. Hein. Je l'ai même pas vu, moi, ce truc. Hein. Je sais juste, j'ai vu passer des extraits parce que c'est quand même le truc dont on a beaucoup parlé dernièrement. Et effectivement, ça a l'air très, très, très bien fait. Mais je suis pas un spécialiste de l'animation en plus. Et l'animation, c'est pas le truc où je vais plus parler de montage. On peut parler de montage hein, dans les films d'animation, il y a pas de problème. Valérian d'ailleurs, il fait ça très bien. Mais c'est juste que moi, j'en parle du côté technique, quoi, de ce qui se passe derrière, de est-ce qu'on a bien lissé le son, est-ce qu'on a fait le truc et tout. Dans un film comme Arcane, j'aurais pas grand-chose à dire, quoi. Il faudrait un mec comme Valérian. Valérian, c'est à toi de faire ce genre de choses-là. Tu as déjà regardé des vidéos de The Great Review? Ouais, The Great Review, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait être intéressant aussi, The Great Review. Ça pourrait être intéressant. En plus, lui, peut-être que du coup, ce qui va être intéressant plus que le montage proprement dit, c'est son écriture et sa narration. Après, bon, je suis pas un grand spécialiste de ça, mais je pense qu'il y aurait pas mal de choses à en dire parce que il est bon, il est très très bon quoi. Après les gens prennent mal le mot roast, mais c'est parfois juste un conseil. Ouais, mais après c'est fait exprès. Le mot roast, c'est un peu de la provoque quoi. C'est genre, je vais faire, tu vois, moi avec mon flingue, je vais regarder ta vidéo. C'est chaud pour tes fesses. C'est pour la blague. En fait, c'est plus. En fait, c'est un truc. Là, on dit roast, mais nous, c'est juste un. Quand je travaille, on appelle ça juste un visio, quoi. On fait un visio. Nous, on arrive, on a travaillé sur notre film, on le montre aux gens, à la chaîne de télé ou au producteur, ça dépend du stade où on en est. Et lui, il va regarder et il va nous dire tout ce qui va pas, parce que le but du jeu, bah, c'est qu'on puisse refaire des modifs et qu'on améliore le truc. Donc, il y a quand même cette volonté de signaler que les défauts. Donc, en général, nous, quand on est en visio, naturellement, les gens te disent quand même, ah ouais, en fait, c'était bien, mais on va pas s'attarder sur le c'était bien, on va s'attarder sur tout ce qui va pas, parce que c'est ça qui nous intéresse pour améliorer le truc. Donc, j'essaye d'arriver un peu avec ce mode-là. Je dis un peu ce qui va bien, mais je m'attarde beaucoup plus sur ce qui va pas, en fait. Salut TC Hello, ça va? Petite question, quand tu travailles sur un docu, est-ce que tu es seul ou est un réal derrière? Alors, je suis en permanence entouré de gens. Enfin, j'ai des moments où je suis seul, j'étais en permanence. Non, j'ai des moments où je suis seul, mais en gros, je fais un film avec un réal ou une réal. En ce moment, je travaille avec une réalisatrice et elle est assise à côté de moi. Et d'ailleurs, sur ma chaîne principale, là, je vais commencer à mettre en ligne parce qu'on a mis un peu de temps à cause des validations de la boîte de prod et des uns et des autres. Mais je suis en train de documenter le montage que je fais en ce moment. Donc, je tourne en salle de montage, je tourne les réunions, un petit peu tout ça. Et puis après, je le remonte le soir en rentrant après le travail parce que je suis pas assez fatigué. Et il y a moyen de voir tout ça. Il y a moyen de voir comment on est quand on travaille sur un documentaire, les interactions qu'on a les uns avec les autres, qui sont les gens qui bossent, parce que je travaille pas seul et souvent je suis seul dans ma salle avec la réalisatrice. Mais en fait, on est beaucoup plus nombreux. Genre vendredi, là, on a fait une réunion parce c'est un projet un peu particulier où il y a plein de choses qui se passent en même temps. Et il va y avoir du tournage jusqu'à la fin du montage, jusqu'au dernier moment. On va monter jusqu'en juin, juillet. Et il y aura du tournage jusqu'au bout. Et donc, du coup, très souvent, il y a des réunions pour organiser des tournages qui vont avoir lieu dans la semaine ou dans 10 jours ou des choses comme ça. Et moi, je vais assez régulièrement à ces réunions. J'ai pas l'obligation de le faire, mais j'y vais assez régulièrement parce que des fois, justement, en montant, je vois des choses qui ont été ratées lors d'un tournage ou qui ont été réussies lors d'un tournage, et ça peut être des billes que je peux leur donner dans leur réflexion pour le tournage à venir. Donc, je vais en réunion un peu trop. Là, en ce moment, j'essaie de lever le pied sur les réunions. C'est un peu comme si on était devenus addicts. Je les laisse faire ça plus entre eux, mais voilà, on est nombreux. Et donc là, vendredi, on a fait une réunion que j'ai pas filmée, parce que je ne filme pas le vendredi. J'essaye de restreindre pour éviter d'avoir trop de rush. La réunion de vendredi, il y avait 14 personnes, je crois, dans la salle. 14 personnes. Et dans les 14 personnes, il y a que les gens qui sont au niveau réflexion du truc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les caméramens, les ingé-sons et tout ça. Hein. C'était vraiment la production, les 2 boîtes de production, les réalisateurs, parce qu'il y a plusieurs réalisateurs, les journalistes, moi. Donc, jamais tout seul. La vie est un montage. Oh oui, tellement, tellement. J'aimerais beaucoup voir comment ça se passe de l'intérieur. En plus, j'aimerais beaucoup faire du docu-TV comme ça. Bah, j'ai tendance à dire je vais tout vous montrer, mais en fait, je vais pas tout vous montrer parce que
tout ce que je filme et enfin, pas quand je filme, je filme tout ce que je veux. Mais quand j'ai monté, on s'est fait un petit process avec la boîte de prod et on va voir si on le tient comme ça jusqu'au bout parce que ça met beaucoup de lenteur. Mais bon, pour les premiers, c'est normal. Je monte ce que je veux. Je montre ça au producteur. Le producteur me valide. En général, la validation consiste à dire tu enlèves ça, tu enlèves ça, tu enlèves ça. J'enlève ce qui lui plaît pas. Une fois que c'est bon, je le renvoie aux principaux intéressés, donc à la réalisatrice, aux gens, et souvent aux gens qui sont dedans, pour être certain qu'il n'y a pas de trucs qu'ils n'ont pas envie qu'on voit, ou qu'il n'y a pas une parole à eux, qu'ils n'ont pas envie qu'on voit. Et là, je recoupe, et une fois que c'est prêt, ça sort. Et donc là, les premières vidéos, elles ont été validées ce week-end. Là, j'attends encore un avis, mais il y a plus de modifs dessus. Les avis, c'est plutôt ouais, c'est cool, c'est sympa et tout, machin truc, et des conseils pour les fois d'après. Donc vous allez tout voir, ou presque. Mais vous saurez pas ce que vous avez pas vu, donc c'est comme si vous avez tout vu. Est-ce que j'ai des conseils pour devenir monteur de docu? Oui, je pourrais avoir des conseils, mais moi j'ai pas fait d'école. J'ai pas fait de formation et j'ai pas essayé de devenir monteur de docu. C'est arrivé progressivement petit à petit. Mais le premier truc que j'ai fait, le moment où j'étais le plus actif, où c'est vraiment moi qui ai été acteur de ce qui se passait, c'est quand j'ai été essayer de rentrer dans les boîtes de prod pour travailler les premières fois, quoi. Les boîtes de prod, ils ont besoin de renouveler leur stock de monteurs parce qu'il y a des gens comme moi qui sont à 2 doigts de la retraite et qui à un moment vont partir, mais surtout parce que les monteurs en documentaire sont intermittents et donc du coup moi la boîte pour laquelle je bosse, je suis pas en contrat avec eux toute ma vie, je suis pas en CDI, donc peut-être que quand j'ai terminé ce projet je vais aller bosser dans une autre boîte et donc du coup s'ils ont besoin de moi, je serai pas disponible, donc ils ont besoin d'avoir un petit peu un carnet d'adresses de monteurs de documentaires. Après les monteurs de documentaires, c'est souvent des gens assez expérimentés, donc tu peux pas t'attendre dès le début, t'arrives et on va te donner un documentaire, ça n'arrivera pas. Par contre, il y a des portes d'entrée, tu peux rentrer en étant déjà stagiaire si tu fais des études et que tu as l'occasion de faire des stages, tu vas dans une boîte de prod, ça te permet de mettre un premier pied à l'étrier et souvent s'ils ont trouvé que t'étais bien, quand tu as terminé tes études, ils vont te proposer de venir d'être assistant. Et à partir d'assistant, tu vas pouvoir être monteur sur leur petit projet. Et puis petit à petit, tu gravis les échelons et à un moment, tu peux te retrouver monteur de documentaire. Et ou sinon, tu vas directement. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été directement et j'ai demandé à bosser. Et c'était à l'époque, c'était une boîte qui faisait des films institutionnels, donc c'est un peu moins compliqué de rentrer. J'ai réussi à rentrer dedans, et puis petit à petit, après, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens dans le milieu et j'ai fini par me retrouver monteur de documentaire. Mais je pense que là, actuellement, il y a moyen, si tu sais bien travailler, d'aller voir une boîte de prod et de leur demander s'ils cherchent pas des assistants. Sur un malentendu, ça peut passer. Le but, c'est de rentrer dans les boîtes de prod. Et pour rentrer dans les boîtes de prod, je dis faut y aller parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai pas envoyé de CV ou de choses comme ça. Et pour être souvent dans les boîtes de prod, je suis pas certain du tout que ce soit la meilleure méthode parce que des CV, ils en reçoivent. Mais ils les lisent pas forcément spécialement parce qu'ils sont en même temps en train de préparer un tournage pour un autre truc. Alors que si tu arrives à venir sur place et à les voir, t'es là et il y a quelqu'un qui te reçoit. On peut pas t'éviter. Donc moi j'ai fait un peu cette option-là et ça l'a fait. Parce que c'est un milieu, c'est des gens comme moi en fait. Donc du coup, on est passionné de ce qu'on fait et rencontrer des jeunes qui sont passionnés de ce qu'on fait, et voilà, et ça marche vachement à l'affect. Donc si t'arrives dans une boîte de prod comme ça, que t'arrives à choper un rendez-vous et qui te voit et qui te trouve sympa, ça donnera quelque chose. C'est la base. Bord de rire, je paye une école et j'ai jamais le temps de bosser quand je rentre du taf. Ouais, mais moi j'ai dédié ma vie au montage. Je passe ma vie à monter. Je monte tous les jours. Il n'y a pas une journée où je monte pas. Là, tout à l'heure, là, quand j'aurai terminé, là, quand je vais couper le stream, je vais monter. J'ai des trucs à monter. D'ailleurs, je suis à Webedia et je fais des petites vidéos pour les réseaux sociaux, mais long terme, j'aimerais bien faire pour la TV. Tu penses que cette expérience peut m'aider? Oui. Moi, j'ai bossé chez Webedia il y a quelques années. Je montais un truc, c'était une émission pour Jarry et qui a dû être arrêté, je sais plus trop d'ailleurs, ça fait longtemps. Et oui, une expérience en prod, c'est une expérience en prod en fait. Donc effectivement, les prods, elles vont préférer que tu aies déjà fait ce que tu vas faire chez eux. Mais une expérience en prod, c'est une expérience en prod, c'est une sorte de validation que tu as un certain niveau d'expertise et que tu es professionnel et que voilà. Et du coup, ça veut dire que tu es intermittent ou t'es en contrat, en CDI, CDD? Parce que ça dépend aussi de ça en général, mais bon, je pense pas que ça pose de problème. Faut y aller au forceps et sinon t'y vas, tu demandes à être assistant, porte d'entrée quoi. Ça passe hein. Ouais, je bossais chez Webedia. C'était il y a tellement longtemps. T'es en alternance.
Ah bah très bien. Moi, à mon avis, tu fais ton alternance. Après, je sais pas, moi je m'y connais pas. Je sais pas combien de temps ça dure une alternance, mais après ton alternance, tu as une expérience en boîte de prod. Donc tu vas pouvoir aller attaquer les boîtes de prod. Et les boîtes de prod, moi, le conseil que je donne tout le temps, c'est de faire une liste et c'est de les appeler directement, quoi. Vraiment, c'est tellement, ça fonctionne tellement à l'affect que je suis pas du tout convaincu qu'envoyer des CV, des trucs et tout. Vaut mieux les appeler, choper quelqu'un, être sympa au téléphone, lui donner envie de savoir qui t'es et lui envoyer un CV si t'en demandes un. Moi, je le ferais dans ce sens-là. Mais j'enverrai pas des CV comme ça. Ah ouais, moi, appeler directement. Faut les appeler. Ils ont, de toute façon, les boîtes de prod, c'est des entreprises, une ou plusieurs lignes téléphoniques, et l'intérêt de ces lignes téléphoniques, c'est qu'on puisse les joindre. Donc il y a toujours quelqu'un qui va décrocher, et parce que c'est comme ça qu'ils ont du boulot qui tombe, c'est comme ça qu'ils ont des gens comme ça qui viennent pour dire ouais salut, je suis monteur et tout, est-ce que vous cherchez quelqu'un et tout. On les dérange pas en fait quand on les appelle. Le téléphone il est là pour ça, donc je sais qu'il y a des petites appréhensions, on a toujours un petit peu peur et tout, mais il y a pas de raison, faut le faire. Quand est-ce que je m'étais terminé de monteur expérimenté? Je vois qu'il utilise 300 tracks différentes. Ouais, moi j'utilise beaucoup de tracks aussi, ouais. Tout dépend comment tu organises ta timeline en fait et comment tu organises tes effets. Oui, mais de toute façon, un montage c'est un sandwich. Hein. Je veux dire, t'as ta caméra principale. Si tu fais pas de multiplan, tu vas avoir une deuxième caméra que tu vas mettre au-dessus. Au-dessus, tu vas te dire ah tiens, je vais mettre des effets, donc tu vas mettre tes effets au-dessus. Au-dessus, tu vas mettre des titres. Au-dessus, tu vas mettre des trucs. Si t'as des archives, t'as aussi une ligne pour les archives. Et le mieux, c'est que ce soit vraiment séquencé. Ça te permet de mieux t'y retrouver. Parce que si tu mélanges les trucs, les caméras, les machins, les trucs, tu vas avoir une timeline qui est plus petite et tout. Par contre, si je te dis, tiens, retrouve-moi l'archive de tel truc, tu vas être obligé de la chercher. Alors que si les archives, elles sont sur une track à part, c'est plus pratique. Donc, c'est une question d'organisation et ça fait gagner du temps. Beaucoup de temps, moi, je trouve. Ouais, il y a aussi la technique, effectivement, hein, de Hblock de mettre des couleurs. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais des pistes thématiques. Les couleurs, j'en fais très très peu. Mais ça se vaut. Ça se vaut, sauf que, non, ça se vaut à un détail près. C'est que moi, en documentaire, j'ai un besoin qui explique pourquoi je range comme ça. C'est les archives. Parce que les archives, en fait, elles sont payantes. On a des archives de l'INA ou d'autres catalogues d'archives. Et les archives, en fait, elles sont payantes. C'est en plus nos images à nous. On les considère comme des images gratuites. C'est pas vrai puisqu'on a payé quelqu'un pour les faire, mais c'est des images gratuites. On peut les utiliser autant qu'on veut sur la timeline et tout. Ça va pas augmenter le prix du film. Par contre, les archives, ça va augmenter le prix du film. Donc, on est obligé de savoir quelle quantité d'archives on a sur notre timeline. Et de temps en temps, il y a quelqu'un de la prod qui est dans un bureau qui va descendre et qui va me dire, ouais, vous en êtes à combien? Et moi, il va falloir que rapidement, je puisse lui sortir un fichier dans lequel il va pouvoir vérifier combien de durée d'archives de telle base de données d'archives a été utilisée dans le truc de façon à ce que lui puisse faire un calcul et savoir tiens est-ce qu'on a explosé l'enveloppe archive ou pas. Et donc pour faire ça le mieux c'est qu'elles soient toutes sur la même piste et tu sors un EDL, c'est un petit fichier texte qui liste tout ce qu'il y a sur la piste. Tu fais un EDL de ta piste d'archives et tu lui envoies et comme ça il a toutes les informations. Si tu as tout mélangé et que tu as fait un code couleur, comment tu fais quand il va venir te demander combien vous avez d'archives pour lui donner l'information rapidement? Tu vas être obligé de regarder la durée de tous les clips, de faire une opération, tout ça, ça prend du temps. Et en sachant que il y a toujours moyen que tu te sois trompé, que t'aies oublié de mettre un clip de la bonne couleur et que du coup il est pas de la bonne couleur et que tu l'oublies dans le décompte et tout. Alors que si t'es habitué à tout le temps mettre tes archives, tout le temps dans la même piste, il n'y a pas d'erreur possible. Tu fais un EDL, tu donnes l'EDL et t'es tranquille. Donc moi je fais comme ça. Toutes les archives sur la même piste et de la même couleur. Mais quel est l'intérêt du coup qu'elles soient de la même couleur? Ça change quoi? C'est plus joli. C'est esthétique. Mais voilà. Mais je connais des gens en plus. Hein. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Hein. Moi par exemple, j'utilise très très peu de marqueurs sur mes timelines. C'est très très rare que je mette des marqueurs. J'utilise très peu de couleurs. Moi je range les pistes. Mais il y a des gens qui utilisent beaucoup de marqueurs, beaucoup de couleurs. C'est des habitudes. D'ailleurs, ce serait intéressant hein, de voir quelqu'un qui travaille comme ça, qui l'explique pourquoi il travaille comme ça. Et qu'est-ce que ça lui apporte? Moi, je fais des pistes thématiques. Ouais, mais les pistes, c'est visuel. Arrêtez, ne m'obligez pas à défendre le fait de ranger les pistes. C'est visuel, c'est extrêmement visuel. Je suis daltonien, est-ce que tu penses que ça peut me pénaliser dans le métier en sachant que l'étalo est généralement fait par quelqu'un d'autre? Bonne question, j'en sais rien, tiens, monteur daltonien. En soi, pour le montage pur et dur, pas forcément. Sauf un détail près, c'est que souvent on a besoin d'étalonner quand même un minimum les images pour les visionnages, parce que si ton film il a été tourné en log, que t'arrives à la chaîne de télé, tu fais voilà, vous inquiétez pas, ça sera étalonné après. Ils vont dire ouais, mais ça va les perturber. Et nous, l'enjeu quand on arrive à la chaîne de télé, c'est de leur en mettre plein les mirettes et qu'ils nous valident le film en fait. Donc du coup, ça peut compter.
Sinon, effectivement, à la base, il y a quelqu'un qui va étalonner le film une fois qu'il sera validé. Donc, sur le papier, c'est pas au monteur d'étalonner. Mais il faut être capable de le faire. Je sais pas si, je sais pas s'il y a des monteurs daltoniens, si ça existe. Je pose pas ce genre de questions en fait. Ça se trouve, il y en a, puis ils savent que comment gérer malgré le daltonisme et ça pose pas de problème. Je sais pas du tout ça. J'utilise les marqueurs en fin de journée pour marquer mes pensées sur le montage. Bah moi, quand je veux me mettre des indications sur la timeline, je le fais pas avec des marqueurs, je le fais avec un texte. Je mets un texte comme ça, parce que comme ça, quand je fais lecture, on l'a en grand sur l'écran, il y a marqué « N'oublie pas ici de mettre telle image. À tel endroit, tu devras mettre ça. » Moi, je me mets des textes. J'en connais un, il m'a fait quelques mauvais coups quand même. Un daltonien, tu parles? Quand tu dis j'en connais un, tu parles des daltoniens? Oui, un daltonien, ok. Bah écoute, ouais. Il m'a fait quelques mauvais coups. Quel genre de mauvais coups? C'est-à-dire qu'il y a des images, il y avait un petit problème, c'était pas carré, quoi. Ouais. Moi, des fois, je monte et puis je vois des monteurs. Eh, mais alors ça, mec, si tu te sens nul quand tu montes, bienvenue au club. Il y aura toujours quelqu'un qui va te faire sentir nul. Hein. Mais heureusement pour nous, seul compte le résultat. Heureusement pour nous, le temps joue pour nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas monter, la fois d'après, tu seras un peu meilleur. Et mais ça a pas de fin. Moi actuellement, ça fait quand même pas mal de temps que je monte. Je sais monter. Je vois sans arrêt des gens. Je me fais ah putain, il est plus fort. Et ça se trouve quand ils regardent mes trucs, ils doivent se dire la même chose. Je sais pas parce qu'en fait, on a tous nos petits trucs où on est bon et ça va jamais te quitter. Hein, le fait d'avoir le sentiment de par moment d'être nul. Moi, ça m'arrive même encore maintenant de temps en temps d'arriver sur un projet où j'arrive sur un montage et quand on commence le tout début, j'ai l'impression que je suis nul, il faut que je fasse mes preuves encore, même encore maintenant. Donc c'est pas un handicap. Je pense que c'est une sensation un peu désagréable, mais il faut que tu arrives à transformer ça en truc positif sur lequel tu t'appuies pour bosser encore mieux. Mais c'est normal. Hein. Ouais, c'est pas sur le montage en lui-même, mais c'est sur les couleurs et quand tu ressors les talonnages. Ah ouais, mais donc du coup un daltonien ça peut poser problème si on doit retoucher les couleurs, mais ça me paraît logique. Mais je sais pas en fait parce qu'on dit daltonien, tu vois précisément, je sais pas comment on voit un daltonien. Enfin, le seul fois où moi je crois pas en avoir croisé, ou en tout cas ils m'ont pas dit qu'il l'était. Moi daltonien c'est un truc que j'ai vu dans les films, donc je sais pas si ce qu'ils en disent c'est précisément le truc. Donc je sais pas ce que ça voit un daltonien et quel défaut ça peut provoquer sur le truc. En tout cas en soi, techniquement, ça n'empêche pas de monter. Ça n'empêche pas techniquement de faire un bon montage. Par contre, s'il y a des choses qui sont liées aux couleurs et que c'est important, ça peut poser problème, je pense. L'instant TikTok avec une petite musique émotion épique. Je suis daltonien, mais c'est léger, c'est sur les couleurs qui se rapprochent comme bleu, violet, jaune, vert. Mais ça fait quoi, du coup? Ça veut dire que tu les différencies pas bien, c'est ça? Ouais, je sais pas comment. Ah bah oui, mais si les daltoniens, ça peut expliquer. Du coup, là, il faut peut-être juste en tenir compte. Si t'as un monteur qui est daltonien, bah tu prévois quelqu'un pour faire les couleurs. Il y a 3 types de daltoniens et chacun son spectre. Ouais, donc c'est ça. Hein, donc tu vois, j'ai bien raison. Je sais pas du tout de quoi je parle. Je sais pas ce que c'est vraiment un daltonien. Ouais, exactement. Donc ouais, exactement. C'est oui, tu as du mal à différencier certaines couleurs. Et attends, les couleurs que tu différencies pas mal, c'est bleu, violet, jaune, vert. Le violet, jaune, vert. Pas sûr que ce soit extrêmement handicapant du coup, parce que si c'est que les couleurs qui sont très très proches, ça doit pouvoir permettre d'étalonner un truc qui passe quand même, parce que de toute façon on n'étalonne pas couleur par couleur. On fait des grosses, c'est des ambiances en fait, et du coup, on va surtout différencier les couleurs de peau du reste. Donc, si t'es capable de différencier la couleur de peau du reste du décor, déjà, normalement, ça va. Hein. J'ai découvert son alcoolisme. Ah, il te l'avait pas dit, tu savais pas qu'il était daltonien. En plus, certaines couleurs sont un peu désaturées. Après, avec des luttes, ça peut le faire pour un pré-étalo. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire parce que si tout est tourné correctement et que les mecs ils ont pas de trucs trop dessat, trop cramés ou des choses comme ça, où t'as pas trop à rattraper, tu peux te contenter de poser une lutte et de te dire ouais, ça fait la blague pour aller en visio avec. Moi je fais pas ça parce que je pose des intentions qui vont être gardées ou non, d'ailleurs des fois à l'étalonnage final, mais ça me permet de poser des intentions comme par exemple il y a quelques années là j'ai fait un documentaire animalier sur les requins. Et c'est le problème, c'est que les requins c'est dans l'eau et donc du coup c'est tout le temps la même couleur, tout le temps bleu. Et à un moment, on avait une séquence qui était censée se passer au coucher du soleil et tout, et les images qu'on avait dans l'eau, c'était bleu. Et donc du coup, moi ce que je me suis amusé à faire, c'est à prendre toutes les images et à vraiment les tordre pour qu'elles soient orange, vraiment orange. Et en fait, c'était une intention. Et donc du coup, cette intention, moi j'ai besoin qu'elle soit vue lors du visionnage parce qu'elle fait partie de ce qu'on va donner comme émotion dans le film et tout ça. Donc du coup, si c'était pas étalonné en tournage, enfin en étalonnage, en visionnage, je vais pas leur dire oui là par contre là ça sera orange. Faut qu'ils le voient en fait pour qu'ils se rendent compte de ce que ça provoque et puis qu'on se valide ce concept. Et donc du coup, c'est un concept qui a été gardé.
Et je me suis amusé d'ailleurs à le pousser un peu plus, à faire de temps en temps, en fonction des océans où on était, de changer la couleur, de faire un océan qui est plus bleu, un qui est plus turquoise, alors qu'en vrai, dans les images qu'on avait, c'était un peu patchwork. Hein. La couleur de l'eau, elle change de temps en temps, mais c'était pas vraiment par zone du monde et tout ça. Donc du coup, l'étalonnage, dans ce cas précis, par exemple, ça a de l'importance, quoi. Il y a toujours les histogrammes, les vectorscopes. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai que si tu sais lire les vectorscopes, tu peux faire un étalonnage qui passe même si tu vois pas bien les couleurs. Ça aide en tout cas. En tout cas, c'est une grosse aide. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est même mieux parce que sur certains points, parce que les gens qui étalonnent comme ça à la vue en disant ouais, là il y a assez d'orange, là il y a assez de trucs. Des fois, on découvre des trucs parce qu'ils vont mettre trop de saturation sans le savoir. Ils vont péter les niveaux. Quand tu regardes les vumètres, au moins t'as pas ces défauts-là. C'est toi qui avais géré les talos sur Saint-Malo, ouais, je l'avais fait ici. D'ailleurs, c'était pas, j'aurais pas dû le prendre ce truc. J'aurais pas dû faire les talos parce que je l'ai fait sur un de mes moniteurs qui est là, et je me suis rendu compte après que les moniteurs étaient pas très bien calibrés, donc il y a des trucs que j'étais un peu, ça passe. Mais en tout cas, je pète pas les niveaux. Au niveau du vumètre, je pète pas les niveaux, tout ça. Mais j'ai eu le sentiment quand même que je maîtrisais pas 100% ce que je faisais, et en plus je suis pas étalonneur. Mais c'est parce que c'était le film sur Saint-Malo, c'était un film pour RMC. Je le dis pour les autres parce qu'on en parle comme si tout le monde sait, mais en fait non. Le film sur Saint-Malo, c'était un film pour RMC, et RMC, c'est partie de ces boîtes qui cherchent toujours à faire des économies. Et c'était moins cher de me demander à moi de faire l'étalonnage que de prendre un étalonneur dans son studio et machin. Donc du coup, on me l'a donné. Moi, ça me faisait faire un billet en plus. Donc j'ai dit pourquoi pas. Et surtout, ils ont des exigences qui sont pas très élevées. Donc du coup, j'ai le niveau suffisant pour pouvoir le faire, quoi. Ah, t'avais bien aimé l'étalonnage? Merci. Fait maison. Comme ça, avec j'avais un moniteur qui était qui tirait un peu vers le jaune. Alors j'essayais de contrebalancer comme ça en imaginant que l'image elle serait bien. À ce qu'il y a un endroit pour le problème des prods sur lesquels j'ai bossé, c'est que c'est des prods télé. Et les prods télé, en fait, il y a celles que j'ai fait pour Canal+, elles sont trouvables sur si vous avez MyCanal, vous pouvez les trouver. Par contre, ce que j'ai fait pour France Télévisions ou des choses comme ça, en fait, France Télévisions, ils ont l'exclusivité sur la diffusion des programmes pendant une certaine durée de temps, et quand cette durée de temps elle est passée, hop, ils le diffusent plus en fait, et même sur leur plateforme France.tv, ça sera plus diffusé. Et donc du coup, pour les retrouver, je sais pas où on les retrouve, parce que pendant ce temps-là, la boîte de prod, elle passe son temps à vendre des diffusions dans d'autres chaînes de télé ou à l'étranger ou des choses comme ça, et moi je ne suis jamais tenu au courant. Donc je sais pas où et quand passent les films que j'ai faits. Je le découvre après. Quand c'est passé, ou quand quelqu'un me dit tiens, j'ai vu ton truc, voilà, mais moi je le sais pas. Donc c'est un peu difficile. Par contre, si vous avez MyCanal, dessus vous allez pouvoir trouver qu'est-ce qu'il y a dessus. Il y a Redouane Faïd, le roman d'un braqueur, film que j'ai fait avec Adrien Pinon. Il y a une petite série documentaire sur une des leaders du mouvement indépendantiste sud-africain, qui est en gros une des lieutenants de Nelson Mandela, qui a été assassinée à Paris. Et ça s'appelle la série, elle s'appelle Apartheid, un meurtre à Paris. C'était avec Pauline Yettard qui est la réalisatrice avec qui j'ai fait aussi le documentaire animalier sur les requins. Donc on se connaît bien. Elle est cool. Et pour les autres films, je sais pas du tout où on pourrait les trouver. Là, pour le coup, faudrait peut-être que je fasse peut-être une petite liste comme ça des trucs que j'ai fait, parce que je pense qu'il y a peut-être des films qu'on peut trouver qui ont été postés en scred sur YouTube. Ça, c'est possible. Mais lesquels, je ne sais pas. Je vais regarder, tiens, ça pourrait être intéressant. Ça reste entre nous, mais peut-être que je vais regarder s'il y a des. Je vais me prendre un petit moment, je vais regarder si sur YouTube je trouve certains des films que j'ai faits, et puis je vous mettrai les liens et je les signalerai pas, parce que moi je m'en fiche. Saint-Malo, il est sur YouTube, bah voilà. Et c'est RMC qui l'a mis, d'accord. Bon bah cool, voilà. Donc vous pouvez déjà voir le film sur Saint-Malo. Mais après, le film sur Saint-Malo, c'est pas du tout ce que je préfère avoir fait. Parce que RMC, ils ont une charte éditoriale qui est très verrouillée, et on n'a pas beaucoup, même le réalisateur n'a pas beaucoup de liberté dans ce qu'il fait et tout. Faut que ça corresponde à ce qu'ils veulent. Donc on met très peu vraiment notre patte. Mais dans le film là sur Saint-Malo, je me rappelle que j'ai mis le cri du Willem. J'ai glissé le cri du Willem et c'est passé, ils ont rien dit. Je me suis amusé à mettre des trucs comme ça. Mais allez le voir, puis vous me direz ce que vous en pensez, hein, si ça vous intéresse. C'est un film sur les remparts de Saint-Malo, sur les grosses constructions, parce que RMC, ils aiment bien les méga structures, les grosses constructions. Donc du coup, c'est sur les forts et sur les remparts de Saint-Malo. C'est intéressant, moi j'ai trouvé ça intéressant à faire. Après, j'aime pas trop la forme. La forme, c'est la forme RMC. Des fois, je trouve que ça gâche un petit peu le propos, quoi. Sur lequel tu t'es le plus éclaté, documentaire, les requins.
Les requins, je pense que c'est celui sur lequel je me suis le plus éclaté parce que je suis arrivé en tant que monteur, mais j'ai fini co-réalisateur, co-scénariste, un truc un peu entre les deux, mais en gros j'ai des droits d'auteur dessus parce que on était. C'est un projet difficile en fait. Il y avait un des réalisateurs qui faisait pas vraiment son travail et c'est un peu des histoires machin, mais du coup je l'ai un peu remplacé au pied levé en post-prod, pas en tournage. Et voilà, j'ai pris le film sur mes épaules et du coup j'avais beaucoup de liberté. Du coup, je faisais un peu comme je sentais et tout ça et machin et c'était très grisant et en plus du coup c'est cool hein, parce on m'a crédité en tant qu'auteur et co-réalisateur de ce film et ça a donné que même le making of du film sur les requins, je suis co-réalisateur du making of aussi. Et sur le making of, c'est une idée de Pauline, la réalisatrice principale, et ils m'ont mis en narrateur dans le making of. Donc du coup, je fais la voix du making of, mais je suis aussi à l'image au début, parce qu'au début, ça commence avec un truc genre, je suis Cyril, c'est moi qui ai monté le film sur les requins. Je me rappelle plus du texte, mais en gros, en substance, c'est un peu ça. Et c'est moi qui ramène les gens dans l'histoire, et donc je vais vous montrer comment on a fait ce film. Padada. Et c'était assez drôle, c'était kiffant. Et ça, j'étais content. J'étais content parce que c'était un gros film. Le film sur les requins, c'est un très gros film. C'est un truc je pense que le budget c'était un bon million d'euros ou un truc comme ça. J'ai jamais fait de film où il y a eu autant d'argent pour un film. Et c'était un prime pour France Télé. Donc un prime, c'est heure de grande écoute, le film important, ausculté, tout doit être nickel et tout. Et j'ai eu beaucoup de responsabilités. Et je crois que d'ailleurs c'était mon premier prime à l'époque. C'était mon premier prime. Donc c'était la première fois que je faisais un prime et je me suis retrouvé à avoir le sentiment que de tout gérer. J'ai l'impression vraiment que ce film c'est mon film quoi. En plus moi c'est un rêve d'enfant de faire un documentaire animalier. C'était une des premières fois que j'en faisais. Film sur les requins et moi depuis que je suis gamin je suis passionné donc les requins je connais bien et tout donc ouais là j'ai pris mon pied quoi. Après c'est pas le seul. J'avais fait The Game avec Alex Jordanov qui était un film sur l'argent du hip-hop. Qui est un film qui explique comment le hip-hop est devenu limite la plus grosse industrie du monde et pourquoi ça rapporte autant d'argent, quel est le business plan qu'il y a derrière, qui sont les gens qui ont été acteurs de ce truc-là et tout. C'est très intéressant parce que c'est très lié à YouTube. Et pareil, ce film-là, si vous le trouvez, s'appelle The Game de Alex Jordanov, allez le voir. Et j'ai vachement kiffé parce que j'aime bien le hip-hop. Alex Jordanov, c'est un mec que moi je connaissais pas, c'est un journaliste qui était journaliste pour Canal+ et tout ça, mais il se trouve qu'il a eu plusieurs vies ce mec. Et avant tout ça, quand il était jeune, il vivait aux États-Unis et il a monté une boîte de nuit qui était un des lieux de l'émergence du hip-hop. Truc de fou, à Los Angeles et tout. Il a habité avec Ice-T, ils étaient colocs. En fait, il est pote avec Ice-T. En fait, tous les gros rappeurs des années 90 connaissent Alex Jordanov. Tout le monde sait qui il est. Il a même fait un album avec Dr. Dre, un album où il mixait et tout ça. Enfin, c'est une histoire de maboule. Et donc, je me suis retrouvé à faire un film avec ce mec-là et à être plongé dans ce truc qui est passionnant et que je connaissais pas parce que moi le hip-hop j'aime bien, c'est pas forcément le truc que je préfère sur toutes les musiques que j'écoute, mais j'aime vraiment beaucoup ça fait partie des choses avec lesquelles j'ai grandi. Et là on parlait de la période du hip-hop avec laquelle j'ai grandi, hein, donc les trucs Run DMC, Dr. Dre, l'émergence du gangsta rap et tout ça, et là je découvrais ce qu'il y a derrière tout ça. Donc c'était très très cool, j'ai l'impression d'être au cœur d'un truc là, et puis en plus Alex c'est un mec très très cool, il est un peu particulier par moment, il peut être un peu, voilà, c'est un mec qui a vécu beaucoup de choses, mais moi je me suis super bien entendu avec lui, et ce mec, il me racontait une histoire de barge par jour. Il arrivait comme ça, et il me racontait une anecdote, un truc qui lui était arrivé quand il était plus jeune et tout, il a une vie, lui la normalité ça doit lui paraître trop bizarre, il a une vie de maboule par rapport à nous autres, et c'était cool, donc grosse aventure pour moi ce truc-là. C'était le premier 90 minutes que je faisais, je crois. Donc c'était important et tout ça et très très cool quoi. Ouais, Tom Sofoot, Jordanov, il a une vie de maboule. C'est un psychopathe quoi. Effectivement, il est respecté de ouf par le rap américain, mais c'est incroyable à voir parce que même les jeunes, hein, je me rappelle quand il avait été interviewé Young Thug et les Migos, les mecs savent qui il est. Et savent très bien, enfin, il y a un truc qui fait partie de l'histoire du hip-hop, quoi. Et c'est un petit gars comme ça, avec ses petites lunettes, qui parle un peu comme ça, là. C'est marrant. Et tu le croises dans la rue, tu t'imagineras jamais que ce mec, il fait partie de l'histoire du hip-hop. Jamais de la vie, quoi. Ouais, c'est le parrain de la mafia, quoi. En plus, tu sais, il a ce truc, il parle plein de langues. Moi, quand j'étais en montage avec lui, il avait des coups de fil où il appelait les États-Unis pour négocier une archive avec un pote à lui qui connaissait un truc et donc il parle en anglais, mais il a vécu là-bas, donc voilà, il parle, c'est un Américain. Mais t'as coup paf, il a un coup de fil, il se met à parler en italien.
incroyable quoi, parce qu'il était en train de, à l'époque, en plus en italien, il était en train de négocier des droits pour essayer de faire un film avec la mafia sicilienne. Et en fait, c'était la mafia. Et il m'a regardé, il faisait, c'est des mafieux, c'est des mafieux. Et ça a l'air incroyable comme ça parce que tu dis le mec il baratine et tout. En fait, non, tout ce qu'il te dit est vrai, c'est improbable quoi. Et donc le mec était vraiment pendant que j'étais en montage, comme ça, en train de passer des coups de fil avec la mafia. Une fois, je prends le métro avec lui après le boulot et on croise une équipe de télévision roumaine et il se met à leur parler en roumain. Improbable. Donc moi j'étais là dans le métro, bah, moi du coup je peux rien dire, je sais pas de quoi il se parle. Mais il s'est mis à discuter avec les mecs, le mec il était là avec sa caméra et tout, il se parle en roumain et il parle mais couramment quoi. T'as l'impression que c'est voilà. Donc d'ailleurs j'aurais peut-être dû lui demander combien de langues il parle vraiment, parce que entre français, anglais, italien, roumain, donc j'ai vu au moins 4 langues. Ça se trouve il en a d'autres, hein, j'en sais rien. Hein. Mais il est improbable ce mec quoi. 1,52 c'est combien d'heures de rush pour Saint-Malo? Alors là, c'est marrant, on me pose souvent la question combien d'heures de rush, j'en sais jamais rien, je regarde pas en fait combien d'heures de rush ça fait. Moi je sais le poids que ça fait dans un disque. Je sais que Saint-Malo par exemple, c'était un disque de 4 Tera et qu'il était pas plein. C'était plus 3 Tera, 2 Tera et demi, 3 Tera de rush. Mais combien d'heures de rush, il faudrait que je pose tout sur la timeline et que je regarde combien ça fait. J'en sais rien du tout. Je sais que là par exemple, le projet documentaire sur lequel je suis, j'ai un disque de travail de 100 Tera et là il doit être au moins 40 Tera de rempli au moins. Donc ça c'est l'info. Mais le nombre d'heures limite c'est pas très très important hein, parce que quand t'es habitué, parce que c'est vrai qu'au début quand j'étais plus jeune on m'aurait dit ouais tu prends tous ces rushs là et tout, t'es perdu quoi, il y en a trop. Mais quand t'es habitué, que t'as un peu de méthodologie, la quantité de rush change plus grand chose en fait. C'est comme je vais donner un exemple à la con, quoi. C'est comme quand tu fais des pompes, quoi. Tu vois, quand tu fais des pompes et que tu commences à être bien habitué, en fait, t'en fais 100, t'en fais 1000. Tu vois, les mecs qui font gaver de pompes, ils s'en foutent, quoi. Ils peuvent en faire 2000 comme 3000. Ils transpireront pas plus, quoi. Et il y a un côté un petit peu pareil, quoi. Non, je sais que la taille des fichiers, elle veut pas dire grand chose parce que ça dépend à quoi c'est filmé et tout ça. Mais moi, c'est l'info que j'ai. C'est-à-dire que moi, je sais que le disque dur, il fait telle taille et qu'on a rempli à telle échelle. Donc c'est la seule info que je peux donner, donc je la donne, je fais comme ça, mais elle dit pas. Mais après en ce moment, elle dit pas si, elle dit quand même des choses parce que depuis pas mal de temps, sur une grosse partie des documentaires qui sont faits en télé, ça va être tourné en A7 III, A7S3, A7S4, en 4K et souvent en 4:2:2, souvent en 4:2:2. Donc déjà normalement il y a moyen de trouver l'information combien pèse une minute de 4:2:2 en 4K sur un A7 III. Et puis tu fais des maths et tu peux savoir combien d'heures de rush il y a. Franchement, ça se fait. Je le ferai pas, mais ça se fait. Est-ce que tu as le droit de travailler chez toi? Ouais, ça dépend des projets. Le film sur Saint-Malo, je l'ai monté chez moi, je l'ai monté et étalonné chez moi ici. En plus de ça, le réalisateur était à Lyon, donc on l'a fait par Discord et ça a marché nickel. On a eu 2-3 petits décos, mais ça a marché nickel. Donc pour moi, c'est expérience validée. On peut monter à distance via Discord. Ça lui permettait à lui de voir en permanence mon écran, ma timeline, mon machin, mon truc. C'est comme s'il avait été assis à côté de moi. On a eu très très peu de petits... on a eu des tout petits couacs de connexion, mais très très rares. Mais sur le global, ça marche nickel. Après, sur un projet comme celui que je fais en ce moment, on est trop nombreux à travailler dessus. On est vraiment en équipe et tout ça. On a un lieu de travail pour ça. Je pourrais pas travailler de chez moi. Et de toute façon, je vais pas stocker... là, il y a peut-être que le projet à la fin, quand il y aura tout dedans, il fera 100-120 Tera, quoi. Je vais pas stocker ça ici. Donc c'est mieux d'être à la boîte, ils sont équipés, ils ont ce qu'il faut, quoi. En vrai, A7S3, c'est pas très volumineux comme format comparé à ce que... Oui, il y a des trucs qui sont beaucoup plus lourds que la A7S3, et après, ça dépend. Quand tu tournes en A7S3, tu tournes en A7S3, mais ça dépend si tu tournes en 8 bits ou en 10 bits, 4.2.0, 4.2.2, tu vois. Ça va faire grossir beaucoup le poids des fichiers. Mais toujours est-il que, effectivement, malgré ça, il y a des caméras qui font des poids de fichiers plus lourds que ça, hein. As-tu le droit de garder le projet? Non, pas particulièrement, non. Non. De toute façon, en général, quand je travaille de chez moi pour une boîte, je vais reprendre l'exemple d'RMC, hein, mais en fait, ils m'envoient un disque de travail, donc ils m'envoient un disque de 4 Tera avec tout le nécessaire dedans, et à la fin, quand j'ai terminé, c'est pas moi qui fais les exports finaux du film, en fait. Je leur renvoie le disque dur, et eux, ils ont un process de post-prod et tout pour mixer, étalonner, sauf que là, moi, j'avais étalonné, donc ils l'ont juste mixé, donc je leur ai envoyé la version déjà étalonnée, et ils mixent, et ils font les conformations. Quand il y en a, les conformations, c'est le fait de tout remettre au même format quand t'as des rushs qui viennent d'ailleurs, genre des archives ou des trucs comme ça. Enfin voilà, de cleaner tout pour que ce soit diffusable. Et ensuite, ils font leur PAD, donc le prêt à diffuser, donc la version finale du film. Ils le font de chez eux, donc c'est eux qui ont le disque. Mais de toute façon, les images, elles ne m'appartiennent pas.
Donc en soi, techniquement, j'ai pas le droit de les conserver après avoir terminé. Ça poserait, et puis j'en veux pas, ça poserait des problèmes. Si jamais il y a une fuite de je sais pas quoi, on va dire ah, c'est toi qui avais gardé les rushs là. On sait. Moi, je garde pas les rushs comme ça. On peut rien reprocher. Quel documentaire ou film t'as regardé et tu t'es dit ah ouais, quand même. Ah bah il y en a plein. Alors il y en a plein. Il y a le truc qu'ils ont fait sur, c'était pendant le confinement. Ils ont fait une série documentaire sur Michael Jordan sur Netflix et j'ai été très très énervé parce que sur le global c'est vachement bien, il y a pas de problème. Hein. Mais j'ai été très énervé parce que le premier épisode, je l'ai trouvé foireux. Mais vraiment le début, je comprends pas et je me dis le monteur n'aimait pas le basket. Et moi, quand j'étais gamin, c'était mon sport, le basket. Je vais faire du basket. J'ai grandi avec de l'imagerie de clips de basket et tout, les premières vidéos en cassette VHS que tout le monde se matait et tout. Et il y a une ambiance, il y a un groove du truc et il y a une façon de le monter. Et là, quand j'ai vu les premiers trucs, j'ai fait, waouh, le mec ne sait pas ce qu'il est en train de montrer, en fait. Et ça m'a pas plu du tout. D'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, j'ai envoyé des messages à toutes les boîtes de prod que je connaissais, à tous les producteurs que je connaissais, pendant que je regardais le truc, en leur disant, mais c'est quoi ce bordel et tout? Si jamais, il y a un d'entre vous qui chope un projet comme ça sur un film de basket et qui m'appelle pas moi, je vous retrouverai. Et j'ai envoyé ça à tout le monde. Ils étaient pétés de rire. Et le lendemain, on m'a envoyé des messages genre c'est bon, tu t'es calmé et tout. Et ce film-là, j'aurais bien aimé le monter parce que je me dis ça n'a pas été monté par la bonne personne, quoi. Et pour autant, il est bien monté. Hein. C'est pas un problème de qualité intrinsèque du truc. C'est autre chose. C'est que tu sens qu'il y a pas, il y avait pas le truc dedans, quoi. Et ça m'a gavé. Il y a ce film-là. Il y a le truc, La sagesse de la pieuvre. Même si je trouve qu'il est un peu trop hollywoodien comme documentaire, mais j'ai vraiment aimé, quoi. J'ai vraiment aimé. C'est vraiment ma came, quoi. Il y a ce côté un peu romancé, un petit peu machin, mais ça raconte une vraie histoire qui est tout con, mais qui est belle et qui est bien amenée, qui est bien sentie, puis qui te dit ah putain. À la fin de ce film, tu te dis ah j'ai envie de faire des films, quoi. J'ai envie de faire des films aussi, quoi. Donc ouais, j'aurais bien aimé le faire. Et un docu comme ça, c'est un gros budget. De quel documentaire tu parles, Tessenoa? Quel documentaire, le truc que je suis en train de monter en ce moment? Saint-Malo. Alors le budget de Saint-Malo, je pense que c'est pas un gros budget. Je sais pas quel est le budget parce que moi je suis pas, j'ai pas ce genre d'informations. Moi quand j'arrive, les budgets ça a déjà été fait, le tournage a déjà eu lieu et tout ça. Je sais pas le budget du truc, mais je sais que RMC ils font des petits films, petits budgets. Très souvent, et c'est très rare qu'ils mettent beaucoup d'argent, et ce qui explique pourquoi ils ont une charte éditoriale aussi verrouillée, où on te laisse très peu de liberté sur les trucs, parce que le prix en dépend. Et je sais qu'ils ont même pour te dire, il y a un truc qui m'avait choqué, c'est qu'ils ont une boîte qui leur fait tout ce qui est animation 3D, et pour que ça leur coûte moins cher, ils ont un deal avec eux qui consiste à dire tiens, on bosse qu'avec vous sur tous nos films, mais sur chaque film on vous garantit qu'on vous prend tant de minutes d'animation 3D. Donc nous, dans le film, on avait l'obligation de mettre un certain nombre de minutes d'animation 3D, qu'on le veuille ou non. Donc ça donne que par moment, on a rajouté des trucs alors qu'on s'était dit, bah ça, on en a pas besoin et tout. Fallait mettre de l'animation 3D. Et ça leur permet d'avoir un deal avantageux qui leur coûte moins cher. Mais le prix de lui-même, le prix du film en lui-même, je sais pas du tout, quoi. Ça, c'est plus c'est plus les réalisateurs et les producteurs qui savent ce genre d'informations-là. Peut-être si vous en croisez, demandez-leur. Moi, je le sais pas. Est-ce que t'as travaillé sur des projets où ce que tu as rendu n'a pas été utilisé? Pas que je sache. Non, par contre, j'ai bossé sur des projets où ce qu'on a fait a été diffusé longtemps après, quoi. J'avais fait des trucs pour Arte parce que Arte ils ont ce truc des fois pour certains projets, c'est de fabriquer le film, le valider, le machin, et t'as l'impression qu'ils le prennent, ils le mettent sur une étagère, ils disent bon, on verra quand est-ce qu'on le passe celui-là. Et je pense qu'ils ont des stocks de films d'avance comme ça. Mais et je crois que France Télé peut peut-être faire des choses comme ça parce que j'avais fait un documentaire avant le film sur les requins, j'avais fait un documentaire sur un événement qui s'appelle le Sardine Run où il y a plein de sardines comme ça, des millions de sardines qui migrent le long des côtes africaines. Et en fait, ils ont diffusé le film presque 1 an après que je l'ai terminé. Donc je sais que ça peut arriver que ce soit long, mais que ça n'ait pas été diffusé, pas que je sache. Franchement, je pense que non, je crois que tous les trucs que j'ai fait ont été diffusés, quoi. À partir du moment où on les a terminés, validés, quoi. Et j'ai pas de projet où on n'a pas été au bout. Et je pense que ça arrive pas souvent. Ça doit arriver, hein, mais moi, en tout cas, je l'ai jamais vu. On termine toujours les films, on les rend toujours dans les temps à peu près. Ça arrive qu'il y ait du retard, mais dans les temps à peu près. Et ils sont diffusés, les films. Hein. Ça, j'ai pas de... Salut, c'est Oloun. Comment tu vas?
On te prévient au moment de diffuser le film ou tu dois avoir la chance de tomber dessus par toi-même? Non, en général, ils nous envoient un mail, en fait. On a toujours un truc, la boîte de prod envoie un mail aux gens qui ont travaillé sur le film, où on te dit, tiens, si quand on faisait le film, la date était pas définie, parce que des fois elle est définie, mais si quand on fait le film, la date elle est pas définie, de toute façon, on reçoit un mail qui nous dit, le film sera diffusé tel jour à telle heure sur telle chaîne, et donc on est au courant, quoi. Ouais, moi ça va. Ça va, tu viens juste d'arriver, t'as raté, j'ai fait un roasting, mais j'étais tranquille, j'étais sage, j'ai pas dit de grossièreté, j'étais propre, nickel, j'essaie d'être un exemple pour la jeunesse, impeccable, à mon avis, tu seras fier de moi. Et voilà, c'est marrant que ça vire aux questions comme ça, là. Vous voulez tout savoir de moi, mais moi, j'ai pas mon texte, la prochaine fois j'aurai un petit carnet comme ça avec les... Alors ça tombe bien, parce qu'en 1990, parce que moi j'ai une mémoire de merde, donc du coup je suis toujours en train de chercher un peu les trucs, je me rappelle pas tout très bien, quoi. Fais une FAQ, alors là, la communauté veut une FAQ. Je suis pas très fan des FAQ, moi. J'aime pas trop ça, quoi. Je pense que je préfère que ce soit un peu improvisé comme ça, qu'on soit pas venu pour ça et qu'on en profite pour poser des questions, que de faire une FAQ. J'ai l'impression qu'une FAQ, ça intéresse pas grand monde. Et puis passer, dire, voilà, aujourd'hui on va parler que de moi, venez me poser des questions à moi. Je sais pas. Je suis pas très fan, je suis pas très fan. Mais je pense que là c'est pas mal hein, d'avoir un truc comme ça, peut-être avoir un moment où on fait une activité et là je roste un truc et tout ça et machin, et après on peut enchaîner sur des questions, on papote quoi, on blablate. Je pense que c'est mieux quand c'est pas improvisé que de dire je vais faire une FAQ. Ça je suis pas trop pour. La curiosité est un vilain défaut, mais tu vois, en tout cas sur Jordanov, ça vaut la peine de poser des questions. Non mais je dis pas que j'aime pas qu'on me pose des questions. Hein. C'est juste organiser un truc genre allez FAQ, je me mets là, tu sais un petit peu comme t'as dans les matchs de boxe où les mecs à la fin et tout, il y a le point presse et ils se mettent comme ça et on leur pose des questions. Oui, alors c'est vrai que machin, je sais pas. Il y a un truc dans l'exercice où c'est pas trop mon truc. Mais si vous avez des questions, je réponds. Ça va, je réponds. Là, j'ai quand même répondu à quasiment toutes les questions, je pense. Mais tu vois, c'est aussi ça Twitch finalement, avoir des moments non préparés mais intéressants. Exactement, je découvre. Je suis un petit bébé en Twitch et Soloun, c'est mon coach. C'est un de mes coachs, j'en ai deux. C'est un de mes coachs. Et il m'a aidé à mettre en place toute la technique et tout ça et tout. Il m'a tout montré. Et j'ai quand même réussi à tout merder la semaine dernière. Et d'ailleurs, je trouve que, franchement, Antoine, t'as été très sympa parce que tu m'as pas beaucoup roasté là-dessus. Tu t'es pas trop foutu de moi. T'as été gentil. Personne qui bosse avec toi, monteur, fait quoi des études et tu penses que c'est quoi les meilleurs à faire? Alors là, je suis la mauvaise personne pour les études. Moi, j'en ai pas fait. Mais oui, autour de moi, il y a des mecs qui ont fait des écoles, genre les 3IS et des trucs comme ça. Mais du coup, je connais pas bien les écoles. Moi, je suis pas rentré par ce biais-là. Donc, quelle est la meilleure école? Si, il y a une meilleure école. La meilleure école, c'est le taf. Parce que les gens qui sortent d'école, quand ils arrivent, ils sont pas prêts. Ils pensent qu'ils sont prêts, mais ils sont pas prêts. Ils arrivent, ils manquent trop d'expérience. Mais c'est normal, hein. Du coup, c'est pas une critique. Mais tu peux pas, quand tu bosses avec nous, tu peux pas être bien dans le truc, dans l'exercice de ce qu'on a à faire et tout ça si t'as pas déjà pas mal d'heures de vol. Quand tu sors d'école, t'es pas prêt. Il faut faire tes armes et tout ça, ça met un peu de temps. Je roast le roster, le monde à l'envers. Vas-y, roste-moi, hein. N'hésite pas. Hein. Tu sais quoi? Franchement, Antoine, tu fais une chaîne et chaque fois que je sors une vidéo, tu la roastes et tu te moques de moi. Moi, je fais ça dans un centre de formation bac+2, mais c'est pas top, je pense. Ouais, mais moi j'ai pas d'avis sur les écoles. Si j'ai pas d'avis, si j'ai un avis sur tout. Mais j'ai pas d'avis négatif ni positif. Je pense qu'on a tous on est tous un peu différents. Moi je pense que j'ai bien fait de pas faire d'école. Moi j'aurais pas, dès que c'est scolaire, je suis pas dedans, je sais pas, il y a un truc qui, voilà. J'ai bien fait de pas faire d'école, j'ai bien fait d'y aller différemment, de trouver ma propre voie. Mais en même temps, il y a des gens qui font des écoles et qui se retrouvent à bosser avec nous et pour qui ça se passe très bien et c'était une bonne chose qu'ils fassent l'école, ça a été leur tremplin. Parce que l'école, en plus, l'école, t'as les stages obligatoires, donc tu fais des stages en boîte de prod, donc tu mets un pied quand même dedans, et souvent, ça commence aussi par là. Donc, ça a un intérêt, quoi. Ça a un intérêt. Mais moi, j'en ai pas fait, donc du coup, je ne sais pas quelles sont les bonnes écoles. Et je sais pas si... je sais pas, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je sais pas si cette information, elle existe. Parce que les gens qui ont fait une école, ils ont fait que celle-là. Ils savent pas si celle de l'autre, elle est mieux, ou je sais pas quoi. Ou alors, il faudrait que nous, quand on a des gens qui viennent d'une école, on juge. Tiens, quand ils viennent de cette école, ils sont mieux. Mais on fait pas ça. En général, les jeunes, quand ils arrivent, un jeune, c'est un jeune, il arrive et il est pas prêt et sa formation continue pendant qu'il est avec nous et donc du coup on forme les gens quoi. Donc je leur demande même pas spécialement de quelle école ils sortent. En tout cas moi j'ai pas l'information. L'alternance c'est génial. Bah l'alternance, l'avantage c'est qu'au moins t'es dans la boîte de prod, tu vois les vrais process et t'es pas en train d'apprendre. Après c'est le seul truc où je suis un peu critique sur les écoles. Hein. C'est que dans les écoles, je pense que souvent, pas tout le temps.
Je peux pas dire tout le temps, j'en sais rien, j'y ai pas été, mais je pense que souvent les profs c'est soit des gens qui travaillent plus dans le milieu, soit des gens qui ont jamais travaillé dans le milieu, et donc du coup ils sont surtout profs et ils vont apprendre des trucs qui sont plutôt bien, mais qui sont pas forcément les vrais process que nous on utilise parce qu'ils n'en savent rien et que les process ils évoluent et que du coup ben quand tu arrives en boîte de prod et que tu sors d'une école, bah tu vas découvrir vraiment comment on bosse parce que c'est pas forcément comme on t'a montré quoi. Donc il y a toujours ce petit truc là quoi. Et je pense que ouais l'alternance c'est pas mal pour ça parce que l'alternance t'es avec nous quoi. Donc tu vois, tu apprends pour de vrai. 5 ans pour passer le diplôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où t'es inscrit, t'as 5 ans ou bien t'as 5 ans d'études. L'alternance, faut vraiment avoir la chance de tomber sur le bon patron. Ouais. Et sur la bonne boîte aussi, hein, parce qu'il y a des boîtes qui font des trucs plus intéressants que d'autres, où il y a une meilleure ambiance. Il y a des boîtes avec, enfin c'est comme dans tous les métiers, hein, il y a des boîtes avec des sales ambiances et il y a des boîtes avec des très très bonnes ambiances. Donc mais ça tu peux pas le savoir d'avance, tu le découvres. Hein. Apprendre aussi avec une personne qui en aime bosser, ça joue. Ouais, mais on rencontre des tas de gens intéressants dans les boîtes de prod quand même. Hein. Même dans une boîte de prod, disons pourrie, tu vas avoir des gens intéressants, tu vas avoir un monteur cool, tu vas avoir un réalisateur, un truc. Il y a toujours quelque chose de bon à en retirer. Vraiment. Et d'ailleurs, même, je me demande même si la meilleure formation, c'est pas de tomber dans une boîte où c'est dur, où si c'est pas une bonne école. Parce que si tu t'en sors là, après, tout le reste derrière, c'est la boulevard. Crème. D'accord. Ok, ouais. Donc, en fait, c'est un droit d'accès, quoi. T'as 5 ans pour aller passer ton diplôme. D'accord. Je connais pas les études, moi. Moi, j'ai juste eu mon bac de justesse et après, on a arrêté ce truc-là. Je suis en train de travailler sur une nouvelle vidéo qui va, je pense, te mettre une claque. Putain, là, tu dis les termes, là, on est chaud, quoi. Plus ou moins. Tu vas te mettre une claque, plus ou moins. Une claque, plus ou moins, c'est quoi? C'est une caresse? Parce qu'elle passe d'une chaîne de... Elle parle ou elle passe? T'as voulu dire elle parle, je pense. Elle parle d'une chaîne de télé, des séries avec lesquelles j'ai personnellement grandi. Un roasting sur... Tu sais d'appliquer un max de tes conseils. Ouais, bah t'as intérêt de les appliquer mes conseils, tu crois que... Voilà. Tu crois que je parle dans le vide ou quoi là? Si tomber sur une boîte hard, c'est super bien, ça forme de ouf dans la douleur, mais ça forme bref, je suis d'accord. Mais après, il y a des gens qui aiment pas apprendre dans la douleur, et est-ce que... Qui a vérifié qu'apprendre dans la douleur, c'était mieux? Qui a vérifié? Si ça se trouve, il y a des gens très bons qui n'ont pas appris dans la douleur. Mais moi j'ai appris dans la douleur, mais la boîte était cool. C'est juste que c'était dur parce que c'était une boîte qui était mal organisée, qui prenait des projets 3 fois trop gros pour elle, et donc du coup on devait bosser, sauver les meubles à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est formateur. Mais l'ambiance était vraiment mortelle. Et il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés à cette époque-là. C'était la première boîte de prod à Paris où j'ai bossé. Il y a énormément de gens que j'ai rencontrés à cette époque-là avec qui je travaille encore aujourd'hui. Même la boîte où je bosse en ce moment, elle est issue de ce truc-là. Parce que c'est pas des gens avec qui je bossais à cette époque-là, mais c'est une boîte qui a été montée par des associés dont certains travaillaient avec moi à cette époque-là. Donc ça fait toujours des petits, quoi. C'est vraiment, de toute façon, c'est un métier de réseau. Hein. Donc le réseau, il s'agrandit, il change, il multiforme. Et c'est comme ça que j'ai une casquette comme ça. C'est cette boîte-là. Elle est cool, cette casquette. Parce que je suis pas fan de Trump, hein. Voilà, je vous le dis pour le truc. La casquette, c'est parce que c'était un cadeau de Noël. Et qu'elle est drôle. Eh, mais il y a Jack Doublage. Comment ça va, Jack Doublage? Eh, mais apprendre en mode dur, c'est pas forcément quand c'est tout dernière minute. Tout désorganisé. Ah ouais. Ah, que ça va. J'aime bien parce que, en fait, j'entends ta voix quand je te lis. C'est exceptionnel. J'adore. Ouais, c'est clair, le sauveur du live précédent. Trop bien. Mais d'ailleurs, tu m'as pas appelé. Bah, tu m'appelles plus pendant des lives. Qu'est-ce qui se passe, Jack Doublage? Alors? Secret de monteur pro. Jack Doublage. On va en faire un truc un jour de ce truc-là. On va se faire un petit délire là-dessus. Bon, alors, est-ce qu'on en a fini avec les questions-réponses, là? Vous voulez savoir quoi? Vous voulez savoir quelle pointure je fais? Est-ce que mon chat est encore entier? Vous aimeriez savoir ça? 85 buts, Jack Doublage. Tu te calmes. Attends le printemps. La saison de la reproduction. C'est au printemps, mec. Détends-toi. Calme-toi. Là, pour l'instant, il fait froid. C'est au chaud, hein. J'apprécie ce live. Ah putain, ça y est, là, on est parti sur les jeux de mots. Ta-da-da-da. Bon, ben, mes amis, on va pas tarder à clôturer, hein, du coup. Oh, hey, ça va. Je fais un live. Fais mon deuxième live. Faut en garder un peu pour les autres fois, quoi. Alors. J'ai resté Thibaut Inchep, mec. J'ai resté Thibaut Inchep. Tu vas pouvoir le revoir dans le replay. Attention, il a proposé un feat. Je vais faire un entraînement militaire à ce monteur qui me roste. Ah ouais, non, putain, c'est clair. Là, je suis plus du tout en état de faire le malin physiquement. Je vais éviter de me mettre Thibaut Inchep à dos. Il va me faire des pompes et tout, ça va être la galère. Il a collé les poses. Bon, écoute, maintenant qu'on commence à parler de poser plainte et tout ça, bah, moi, je vais couper le live, hein. On va faire comme ça. Ça va éviter les problèmes. Non, mais ça va, j'ai pas été méchant. Franchement, j'ai pas été méchant, j'ai été honnête. Mais en plus, pour le coup,
pas dire le contraire. Je trouve que c'est vachement bien qu'il ait été faire son combat de boxe et tout ça. Je pense que ça s'est vu, que je trouve que c'est cool. Moi, j'ai juste parlé du montage. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant que de temps en temps, les gens que je roste comme ça, que j'arrive à les faire venir en boîte de prod pour leur montrer s'ils sont chauds. Je leur montre, je fais voilà comment on fait. Voilà la cour des grands. Non, mais plus sérieusement, ça pourrait être marrant, tiens. Je vais essayer de voir si j'ai moyen de tirer des ficelles pour faire venir des fois les gens que je roste et comme ça, on fait le face à face après. J'imagine déjà des miniatures, on se regarde face à face. J'ai été lui dire ce que j'en pensais en face. Avec la menace. Ah non, la menace, je l'emmène pas en boîte de prod. Ah non, je ne veux pas être responsable de ça. Les mecs au boulot, ils vont me regarder, ils vont me faire, c'était quoi ce mec-là? Ça va pas la tête, et après, plus personne voudra me faire bosser. Non, je ramènerai que les gens où j'ai de l'estime pour eux, et je trouve que c'est cool, et machin. Pas les tordus.